Oui, je suis Carole Van Londerzel et ma formation est une formation d'historienne. Je suis agrégée d'histoire et je suis également historienne de l'art et conférencière des pays, villes d'art et d'histoire pour Amiens Métropole. L'hôtel Bouquetot-Vanier est vraiment une construction tout à fait à part et tout à fait particulière. Et c'est le dernier exemple finalement de cette bourgeoisie très ostentatoire qui veut montrer évidemment sa réussite. Ça c'est déjà une chose. Et puis c'est le dernier exemple que nous ayons, même au-delà des Hauts-de-France, parce qu'ensuite il faut aller en Belgique, d'un bâtiment totalement art nouveau, à l'extérieur et à l'intérieur. Intérieur-extérieur, mais avec quand même à l'extérieur une pointe évidemment néo-gothique parce qu'il faut montrer que l'on construit un château. Alors, il s'agit de deux très jeunes gens qui ont 22 ans et 24 ans lorsqu'ils font construire cela. Le monsieur s'appelle André Bouquetot, la demoiselle c'est Marie-Louise Vanier, donc nous l'appelons l'hôtel Bouquetot-Vanier, du nom évidemment des propriétaires. Et ce jeune couple qui se marie en 1907 va tout simplement, avec la dot de la demoiselle qui est colossale, il faut le dire, elle est issue, elle, de la très grande famille évidemment de négociants en tissu des Vanier, eh bien elle a 1 million de francs or en dot et qu'elle va utiliser entièrement pour construire cet hôtel particulier pratiquement juste avant le cœur de ville. Alors ces jeunes gens se rendent à Paris chez quelqu'un qu'ils connaissent, qui s'appelle Louis Dutoit et qui est le petit-fils et le petit-neveu des célèbres frères Dutoit qui ont énormément travaillé avec Viollet-le-Duc. Et ils vont simplement déposer la somme sur son bureau, rue Lafayette, en lui disant écoutez, vous avez carte blanche, nous voulons une maison à tel endroit, nous avons acquis une parcelle et c'est à vous de jouer. Et surtout, vous avez carte blanche. Mais on sent bien la bourgeoisie régionale qui, par cooptation, en fait, choisit, bien sûr, un fils, un petit-fils d'amis de ces familles, évidemment, très riches. J'ajoute que André Bouquetot, lui, est déjà rentier à 24 ans. C'est-à-dire qu'il exploite en fait la banque de papa, de grand-papa, etc. Donc c'est vraiment un très jeune couple, extrêmement assis, et qui veut montrer évidemment sa réussite sociale. Alors il se trouve que Louis Dutoit est tout à fait, comment dirais-je, partisan d'un art qui se développe depuis quelques années, très simplement depuis 1880 en France, et qui est l'art nouveau. Et comme il a carte blanche, eh bien, il va en fait développer tout ce qu'il aime dans l'art nouveau à l'intérieur de ce bâtiment. Et Marie-Louise, qui est une esthète, qui a suivi des cours de dessin à l'école des Beaux-Arts d'Amiens, qui va lui faire confiance. Et ils vont évidemment... André Bouquetot ne s'intéresse pas tellement au projet, mais Marie-Louise va le suivre évidemment assez... très très sérieusement. Elle a tout de même 2 exigences, c'est quand même la commanditaire. Donc on sait qu'elle veut des fleurs, elle veut beaucoup de fleurs dans le décor art nouveau, alors dehors et dedans, et puis elle veut aussi des animaux. Donc c'est sa seule exigence. Ajoutez à cela qu'elle veut sa chapelle particulière. Il faut que quelque part, dans ce bel hôtel particulier, il y ait un endroit où elle puisse se recueillir. Donc, il y a un oratoire absolument extraordinaire et très bien conservé à l'étage du couple. Il y a dans la région parisienne ce que l'on appelle le Castel Béranger. Ensuite, il faut que vous alliez à Nancy pour voir évidemment de très beaux hôtels particuliers qui n'ont pas souffert de la guerre, évidemment, dans la ville. Vous avez aussi quand même le musée national de l'Art Nouveau qui se trouve évidemment à Nancy. Et puis après, il faut aller en Belgique. Il faut aller à Barcelone, il faut aller voir tout le travail de Gaudi dans la Sagrada Familia ou dans le parc Güell. Voilà. Mais en France, malheureusement, et en particulier dans le nord de la France où l'Art Nouveau a beaucoup attiré parce qu'il nous vient en fait d'Angleterre au départ, eh bien tout ça a beaucoup volé en éclats pendant la Première Guerre mondiale.
Il a été relativement épargné. Il y a une des marquises, celle qui donne sur la rue principale, qui a été abîmée, qui n'a pas été remplacée. Et puis, au fond de ce petit parc créé Louis Dutoit, il y a aujourd'hui une petite crèche privée. C'était évidemment les dépendances des concierges et là où on mettait les attelages. Ça, c'est maintenant 1930 parce que ça a été bombardé. Si vous voulez, le bout du jardin, un petit bout du jardin a été bombardé. Mais globalement, effectivement, il est indemne. Ah, il nous raconte beaucoup de choses. Il nous raconte effectivement les grands principes de l'Art nouveau, parce qu'ils y sont absolument appliqués par Louis Dutoit. Il nous montre une sociologie très très intéressante effectivement de cette bourgeoisie d'affaires qui veut montrer sa réussite, mais qui en même temps reste en recul de la rue et est quand même très discret, parce que nous savons que peu de personnes en réalité étaient invitées ou partageaient l'intimité du couple Bouquetot-Vanier qui était très renfermé sur lui-même. Alors, l'Art nouveau, c'est quelque chose qui commence un tout petit peu plus tôt en Angleterre, très exactement en 1851 à Londres, avec le fameux Crystal Palace, la grande exposition universelle, où là, eh bien, évidemment, l'Angleterre et la Grande-Bretagne en particulier, surtout l'Angleterre, montrent qu'elle est vraiment l'atelier du monde. Donc, le clou de cette exposition universelle, de 1851, c'est de montrer toute la modernité industrielle. Et c'est quelque chose qui va beaucoup choquer les jeunes gens artistes de cette époque, parce qu'ils vont se dire, bon, bah, ça y est, on est rentré dans le temps de la standardisation, de l'objet que l'on va faire évidemment à multiples exemplaires, et c'est terminé. Ils vont tout à fait se révolter contre cela, et ils vont vouloir revenir à ce qu'ils appellent, eux, le bel ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bel ouvrage ? On en a un exemple tout autour de nous. C'est ce que l'on faisait au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, les corporations sont extrêmement surveillées, étroitement surveillées. On ne travaille pas avant le lever du soleil, on ne travaille pas après. Voilà, il y a beaucoup de contraintes. Tout est fait à la main, donc ils voudraient mettre dans le quotidien que des objets jolis. Et alors, que ce soit évidemment une assiette, que ce soit une chaise pour s'asseoir, que ce soit effectivement bien sûr une maison, mais ils voudraient rendre le beau et le fait main, en quelque sorte, à tout le monde. Mais ça part d'un très bon sentiment. C'est vraiment un mouvement sociologique finalement. Bien sûr, ceux qui vont pouvoir s'offrir ces objets, ça va être la haute bourgeoisie, ça va être les aristocrates. On pense à Louis II de Bavière avec ses folies évidemment de châteaux et de décors. Voilà. Mais au départ, c'est un mouvement de réaction et que l'on nomme les arts and crafts. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire art et artisanat. Il n'y a pas d'art majeur. Et il n'y a pas d'art mineur. Réaliser une jolie poignée de porte, une jolie fenêtre, eh bien, c'est aussi important que la construction entière. Rien ne doit être négligé et tout doit être fait par des artisans effectivement pointus. Et d'ailleurs, Louis Dutoit va employer, à part 2 exceptions, que des artisans de la région amiénoise et de la Picardie. Et ça c'est assez remarquable, parce que quand on voit évidemment les boiseries, quand on voit les mosaïques, etc., tout cela est réalisé par des artisans de la Picardie du tout début du XXe siècle. Oui, il y a 2 exceptions, effectivement. Alors, il s'agit des bronzes qui sont coulés chez Barbedienne, le grand fondeur parisien, mais qui travaille évidemment pour, je dirais, la jet set, etc. Et puis, il y a aussi tout le travail des grilles extérieures et de la fonte qui sont réalisées par la maison Schwartz de Paris, qui elle-même, évidemment, est extrêmement réputée. Donc, Barbedienne et Schwartz, mais pour le reste, ce sont évidemment des artistes locaux, des artisans locaux, dont nous avons d'ailleurs encore toute la liste. Il y a plusieurs principes dans l'art nouveau, c'est pour ça qu'il faut que je vous explique cela rapidement pour que vous compreniez. C'est que d'abord, cet art nouveau est un art qui ne veut pas de discrimination
sur l'art majeur, l'art mineur. Ça, c'est quand même très, très important. Et qui va remettre au goût du jour des choses qui étaient mais totalement has-been. Mais depuis Louis XIV, depuis le grand siècle, depuis l'art français classique, j'entends évidemment la mosaïque, j'entends les vitraux, j'entends un certain nombre de choses. Ça ne se faisait plus, hein. C'était évidemment retourner vers le gothique, ça ne plaisait pas. En réalité, il faut que cette maison apparaisse comme un castel, et elle apparaît comme un castel, c'est vrai, avec un faux donjon, une fausse tourelle, en encorbellement, etc. Et c'est tout à fait visible du côté jardin, où on voit que la toiture fait 1/3 de la hauteur du bâti. Et non seulement la toiture est très importante et magnifique, mais elle est surélevée, comme dans les châteaux, par des épis de faîtage en plomb et des gables, des petits gables très fins, qui sont au-dessus des fenêtres, et même des petites chatières qui sont dans le toit et qui permettent d'éclairer évidemment les combes. Tout ça donne un élancement tout à fait castel. Et un des deuxièmes principes de l'Art Nouveau, c'est de ne pas travailler dans la symétrie. C'est-à-dire que la façade que vous avez côté rue et la façade que vous avez côté jardin sont totalement dissemblables. Et quand vous êtes devant une façade, eh bien, le côté gauche et le côté droit seront en décalage. C'est pour ça que vous avez tantôt une loggia, tantôt une très grande baie avec des vitraux. Et il y a effectivement ce mélange des genres, et ne pas faire quelque chose évidemment qui soit un joli quadrilatère, voilà, comme cela. Alors, c'est effectivement très très à la mode dans toute l'Europe, puisque le mouvement Art and Craft va gagner l'Europe, parce que c'est un mouvement effectivement extrêmement moderne. Il faut quand même dire que celui qui en est partisan et qui le lance, c'est Viollet-le-Duc. C'est-à-dire qu'avec la période romantique que l'on connaît, et qui commence par exemple avec Victor Hugo, vous voyez, eh bien on retrouve, Notre-Dame de Paris a été pour beaucoup, hein, par exemple, on a un amour tout à fait nouveau maintenant du Moyen-Âge. Mais c'est un Moyen-Âge qui va, enfin c'est un style qui va utiliser les matériaux modernes, donc du fer, de la fonte, du verre, etc. Ce en quoi évidemment ça se différencie bien sûr du Moyen-Âge. Mais le principe est ainsi. Et donc, ce néogothique, c'est une revisitation, finalement, du style gothique. Donc, on aura des arches, on aura surtout beaucoup d'arrondis. Parce que les artistes de l'Art Nouveau, qui s'insurgent contre la modernisation qui va trop vite à la fin du XIXe siècle. Enfin, rappelons que Karl Marx, que tous les mouvements politiques aussi sont là derrière. Hein, et pour ces jeunes artistes, effectivement, qui sont parfois, je dirais, sur le côté ou en marge de la société, comprennent tout cela. Oui, alors dans la région, ça n'est pas extrêmement courant, et c'est ce qui rend intéressant d'ailleurs l'hôtel Bouctot-Vanier, parce que l'hôtel Bouctot-Vanier est totalement affilié à ce style néo-gothique et art nouveau, mais avec le côté très régionaliste de la propriétaire, c'est-à-dire Marie-Louise, puisqu'elle veut des choses particulières, des petits singes, elle veut effectivement une cigogne sur le toit, elle veut un certain nombre de décors qui font que l'hôtel Bouctot-Vanier n'a son égal nulle part, parce qu'il répond aussi au désir d'une jeune femme qui veut faire un petit nid d'amour, il faut quand même le dire, c'est un jeune couple qui veut énormément d'enfants, qui veut une très belle famille. Hélas, ils sont stériles, ils n'auront pas d'enfants, mais ils font quand même construire une maison de 900 mètres carrés, habitable, parce qu'ils prévoient évidemment justement cela. Alors, les Arts and Crafts en Angleterre, en Espagne le Modernismo, le Secession Style évidemment en Autriche, vous avez en fait l'Art Nouveau que nous appelons parfois l'Art Nouille. C'est pas très élégant, mais cela signifie qu'en fait on ne veut plus, on veut des choses extrêmement arrondies, parce que ces artistes de l'Art Nouveau pensent que il faut arrêter d'avoir des complexes face à Michel-Ange, face à Raphaël, face aux grands maîtres de la Renaissance, qui eux-mêmes finalement copiaient l'Antiquité. Non, il faut se détacher de cela, il faut imiter évidemment le Moyen-Âge, et il faut
ne s'inspirer que d'une chose, la nature. Or, dans la nature, tout est gracile, tout est mouvement, et donc les formes courbes, les arcs-boutants que vous avez dans le hall d'entrée, effectivement, sont plutôt, non pas des arcs en ogive, comme nous avons ici, très pointus, mais qui seront très outrepassés, avec évidemment des lignes relativement sinueuses. Même chose pour les décors des boiseries, pour les peintures. On utilisera la glycine parce que c'est quelque chose qui est mouvant, on utilisera le lierre parce qu'il s'entremêle. Donc on est très, comment dirais-je, très conscient de cela. Alors, bien sûr, l'architecture répond évidemment à des besoins physiques, bien sûr, très rigoureux, mais quand on le peut, on utilise la ligne courbe plutôt que la ligne totalement droite. Donc elle va être droite, si vous voulez, sur sa verticale, et puis dans le haut, vous allez toujours avoir un mouvement effectivement très élégant, très très sinueux. Alors, l'hôtel Bouquetot-Vanier est finalement assez étonnant, et je vous parlais du style régionaliste, et bien à l'extérieur, il est en briques. La pierre de taille, bien sûr, est présente, on en a les moyens, mais elle va se trouver évidemment sur les parties nobles. Ça veut dire le perron, ça veut dire effectivement l'escalier d'honneur qu'il y a devant, qu'il y a sur le côté, qu'il y a derrière dans le jardin. Ça veut dire les encadrements des fenêtres, des baies. Mais tout le reste est en briques. Et ce qui est très très curieux, car c'est le troisième principe de l'Art Nouveau, pas de couleurs violentes. Pas de couleurs violentes, que des couleurs pastels, des couleurs extrêmement douces. Et quand on regarde Bouquetot-Vanier, c'est de la brique jaune, et un jaune relativement clair. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la brique belge, la brique flamande, c'est-à-dire avec beaucoup de silice, si vous voulez, à l'intérieur, alors que la brique qui est dans Amiens, qui est dans la région des Hauts-de-France, c'est une brique sanguine, si j'ose dire, vous voyez, presque Bourgogne. Donc elle peut aller du rose pâle avec les ravalements actuels, jusqu'au rouge très foncé. Eh bien là, non, on choisit, et Marie-Louise est d'accord, sur quelque chose d'extrêmement doux, qui est ce jaune pâle, et évidemment cette pierre, évidemment beige, qui est là pour les parties nobles. Alors ce qui le rend unique, c'est qu'il est dans son jus. C'est-à-dire que la CCI, Bouquetot-Vanier meurt sans enfant, et André Bouquetot, qui survit à sa femme pendant 30 ans, en fait don à la ville. D'ailleurs, cet hôtel sera tantôt bibliothèque, tantôt musée. La momie dont on parle beaucoup et qui a été restaurée par le Louvre, et qui est vraiment une très belle attraction actuellement au musée de Picardie, s'est trouvée à un moment donné, vous voyez, dans ce qu'on appelait à un moment donné le muséum d'histoire naturelle, dans lequel on avait mis la momie. Et puis ensuite, la CCI a souhaité acquérir cela. Alors c'est très bien parce qu'ils ont fait une œuvre de mécénat absolument étonnante, puisque dans les années 90-92, ils ont refait toutes les toitures, par exemple, qui sont d'une élégance extraordinaire en ardoise. Et surtout, la CCI, c'est effectivement un organisme qui promeut en fait l'artisanat et les industriels de la région. Et ils ont trouvé que c'était quand même une très belle vitrine, très très belle vitrine, que de montrer ce que des artisans 100 ans plus tôt, puisqu'il est donné clé en main à ce jeune couple en 1911, eh bien, comment effectivement travaillaient les gens évidemment de la région. Donc très longtemps dans le grand hall d'entrée, vous avez eu une vitrine sur la verrerie de la vallée de la Brelle, avec le flacon Chanel, avec aujourd'hui le flacon de J'adore de Dior et beaucoup d'autres. Vous aviez une vitrine sur l'aérospatiale, vous aviez une vitrine sur l'agroalimentaire, puisque Banania, qui a fermé aujourd'hui, mais a été, par exemple, la dernière usine que l'on avait ici en France, que ce soit Vico, que ce soit Cassegrain, que ce soit Bonduelle, etc. Eh bien, tout ça était présent dans l'agroalimentaire très riche de la ville. Donc tout ça était une vitrine absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, la CCI
utilisaient, alors il y avait des employés de la CCI bien sûr, une cinquantaine de personnes, mais ils l'utilisaient comme leur hôtel consulaire, si vous voulez. Comme la CCI était en partenariat avec de très nombreuses autres CCI d'Europe et même du Canada, etc., eh bien c'était un lieu évidemment de réception assez exceptionnel pour eux. Il se trouve que j'ai enseigné aux classes préparatoires d'art appliqué. Et une des premières sorties que je faisais avec eux, sans rien leur dire, en leur demandant seulement d'amener leur petit crayon et leur bloc-notes, c'était de leur faire découvrir Bouquetot-Vanier. Et je leur disais, vous voyez, parce que ce sont des gens qui vont faire ensuite l'hôtel Boulle, qui vont faire l'école, des écoles belges, etc. Enfin bon, bref. Et je leur disais, vous voyez, le premier designer, c'est Louis Dutoit. Parce que Louis Dutoit fait faire par donc, un certain nombre d'artisans, mais c'est lui qui a conçu les dessins réalisés par son frère, c'est lui qui conçoit les mosaïques, c'est lui qui conçoit les luminaires, les applique, les poignées de porte, tout. Le jardin avec la petite cascade, le faux pigeonnier, la fausse cascade. Bref, il fait effectivement un art totalement complet. Les suspensions des marquises qui sont d'époque, les braseros qui sont sur le balcon extérieur de la façade de jardin. Tout cela est dessiné par lui. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Et mes étudiants, eh bien, vraiment tout de suite, ils avaient l'œil aussi, hein, tout de suite aller dessiner une poignée de porte, tout de suite un gond évidemment végétal. Voilà, ce n'est pas des simples gonds qui tiennent les fenêtres, mais ce sont effectivement des gonds végétaux. La nature est effectivement absolument partout. Avec une particularité que je n'ai pas évoquée, eh bien, pour répondre à la demande de sa commanditaire, chaque pièce aura un thème végétal différent. Et c'est ce qui rend évidemment cet endroit extraordinaire. Et vous avez un salon aux hortensias, vous avez un hall effectivement avec de la glycine et avec des pommes de pin, puisque la pomme de pin est assez récurrente quand même chez eux, parce que c'est le symbole du mariage, c'est le symbole de l'hymen. Donc on voit, voilà. Alors ce mariage arrangé, entre deux très grandes familles riches, banquières et évidemment négociants en tissu, eh bien, en fait, c'est un mariage d'amour. C'est un mariage d'amour. Monsieur Bouquetot sera inconsolable de la perte de son épouse. Et voilà, quoi. C'était aussi une très belle histoire. Donc, en fait, la particularité, c'est donc d'avoir des thèmes différents. Et comme je le disais au début du propos, c'est évidemment la haute bourgeoisie qui va pouvoir s'offrir cela, puisque une particularité, c'est que tout ce qui est éclairage, que ce soit des lampes de bureau, des lampes posées sur les cheminées, que ce soit les magnifiques lustres, etc., et les appliques, sont de la cristallerie Dôme, qui est évidemment le temple de Gallet, le temple évidemment des grands artistes verriers de Nancy. Donc évidemment, c'est ce qui donne aussi une atmosphère très particulière, puisque vous avez une lumière qui est tamisée, à la fois par, évidemment, ces pattes de verre colorées, qui ne donnent pas, évidemment, un éclairage très fort, et puis les vitraux que l'on trouve, évidemment, présents en particulier dans le hall d'entrée, mais à différents endroits, et qui tamisent et qui donnent une certaine atmosphère, justement, un peu de castel médiéval, en tout cas quand on est au rez-de-chaussée, dans les pièces d'accueil du couple.